Bonsoir à tous. Donc, cher professeur, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous ce soir pour nous présenter un sujet qui nous intéresse beaucoup. Renaud, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Bonjour Marie, bonjour aux participants. Je vais simplement commencer par faire votre présentation succincte. Marie Van Ezel, vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'école Sciences Po Paris. Vous entrez au CNRS en 2015 et y êtes chargé de recherche au Centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique. Vous avez également été membre des comités de rédaction des revues Politics et Critique internationale. En 2019, pour notre plus grand bonheur et ceux de vos étudiants, vous intégrez le CEDEJ, donc le Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale du Caire. Y êtes chercheur jusqu'à aujourd'hui, spécialiste de l'action sociale en Égypte, des pratiques électorales et des mobilisations islamistes. Vos contributions ont porté aussi bien sur l'action sociale des frères musulmans dans les banlieues du Caire, sur l'exil de ces militants après la révolution de 2011 en Turquie, puis sur les politiques du pain et de l'énergie en Égypte. Vous êtes instigatrice du programme de recherche interdisciplinaire EGICLAS, que vous dirigez, et qui vise à fournir une analyse complète des classes sociales en Égypte. Du fait de cette carrière remarquable, dont une grande partie se déroule en Égypte, vous êtes une observatrice privilégiée de la situation économique et sociale de ce pays. Il était ainsi naturel pour nous, en tant que professeur de sciences politiques, économiques et sociales, résident et enseignant au Caire, de vous inviter. Au risque de faire trop long, je vais donner la parole à un de vos anciens élèves qui souhaitait profiter de l'occasion de ce webinaire pour vous saluer chaleureusement. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Vladimir Sultman et je suis professeur de sciences économiques et sociales à Miss Language School, MLS, depuis septembre. Et je tenais à saluer Madame Van Ezel, que j'ai eu en chargé de TD en introduction politique publique à l'université Paris 13 Villetaneuse. Et ça fait maintenant déjà 10 ans. Et voilà, le temps passe très vite. Et du coup, voilà, je tenais à vous saluer. Merci, ça nous rajeunit pas. Merci beaucoup de votre invitation. Merci donc à Renaud Tivatou et à Rachel Sararian de m'avoir conviée à ce dernier séminaire. J'ai l'honneur de clôturer la saison. Merci aussi pour votre présentation et j'espère pouvoir aujourd'hui donner cette conférence alors sur un thème qui n'est pas le cœur de ma spécialité, mais qui est un thème évidemment que je travaille à travers mes différents travaux et à travers ce réseau dont vous avez parlé, donc EGICLAS. C'est un réseau donc qui regroupe une soixantaine de chercheurs de tous horizons, égyptiens comme étrangers. Et donc, nous travaillons ensemble à essayer de faire effectivement une sorte de bilan de comment se sont transformées les classes sociales, en particulier au cours des 20 dernières années. Alors, si vous me le permettez, je vais partager mon écran parce que j'ai préparé un PowerPoint. Donc, je vais essayer de tenir le temps. On est bien d'accord que j'ai à peu près une quarantaine de minutes pour essayer de développer quelques idées. Donc, comment est structurée la société égyptienne Bon, ça, c'était une slide de présentation, mais vous l'avez fait. Donc, on passe. Donc, ici, voilà, vous avez ici le nom du centre de recherche auquel j'appartiens, le CEDEJ, et puis donc ce réseau EGICLAS sur lequel nous travaillons avec les collègues. Alors, vous m'avez demandé aujourd'hui d'intervenir sur cette question suivante: comment est structurée la société égyptienne? C'est un séminaire qui s'adresse à des étudiants qui sont en train de passer le bac. Donc, comme on nous l'a bien appris, il faut commencer par réfléchir aux mots qui sont contenus dans la question. Alors, comment? Ce comment peut avoir plusieurs sens. Tout d'abord,
comment, ça peut signifier quelle forme prend la structure sociale égyptienne. Autrement dit, de quelle manière pouvons-nous nous représenter, imaginer les différentes strates sociales, les différents groupes ou peut-être les différentes classes sociales qui composent la société égyptienne. Alors, cette question des représentations, ça fera l'objet de la première partie de mon intervention. Ensuite, comment peut aussi vouloir dire par quelles évolutions historiques, par quel processus historique, quelle trajectoire la société égyptienne est-elle devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, nous ferons dans cette deuxième partie une brève incursion dans l'histoire socio-économique du pays depuis 1952. Bien sûr, je ne prétends pas ici me substituer aux historiens et faire une histoire, mais vraiment brosser trois grandes dynamiques en fait qui me semblent structurantes jusqu'à présent. Enfin, on peut aussi se demander comment se comporte cette structure sociale. Est-elle mobile ou immobile ? Comment est-ce que se reproduit la structure sociale ? Comment est-ce que peut-être elle se modifie dans la période actuelle ? Et ici, je ferai donc plus directement allusion aux notions que vous avez apprises en cours, d'après les fiches extrêmement complètes que vous avez bien voulu partager avec moi. Donc, on s'interrogera sur les mobilités dans l'espace social égyptien et puis on terminera par une conclusion très brève. Donc, les représentations. Selon les approches et les méthodes qu'on a, selon aussi la discipline dans laquelle on travaille, une discipline de sciences sociales dans laquelle on travaille, en fait, il est possible de se représenter, d'imaginer, voire même d'imager, c'est-à-dire de représenter sous forme graphique la structure sociale égyptienne de façon très différente, comme pour toute structure sociale d'ailleurs. Deux approches sont très répandues en sciences économiques, qui sont la représentation en termes de groupes de revenus et puis la représentation en termes de pauvreté. En sociologie et en anthropologie, le concept de classe sociale est plus courant pour saisir d'autres facteurs qui ne sont pas purement économiques. En particulier, ce concept de classe sociale permet d'inclure le capital culturel, qui inclut donc le niveau de diplôme, mais aussi tout un ensemble de savoirs et de savoir-faire culturels, le mode de vie, etc., comme des facteurs centraux en fait de la différenciation sociale ou de ce que Bourdieu appellerait la distinction sociale. Dans ces approches, on ne raisonne pas simplement en termes de statistiques et de données objectives. Alors je dis simplement, mais évidemment, les statistiques et le traitement des données quantitatives n'est pas du tout simple, on y reviendra. Mais dans ces approches donc, de sociologie, d'anthropologie, on accorde une plus grande importance à l'expérience subjective des individus. C'est-à-dire qu'on peut aussi prendre en compte la manière dont les individus se perçoivent dans la hiérarchie sociale. Comment est-ce qu'ils s'identifient dans un groupe, à un groupe, et comment ils se situent par rapport aux autres groupes sociaux. Ici, une des caractéristiques, c'est que beaucoup d'Égyptiens et d'Égyptiennes s'identifient à la classe moyenne et je reviendrai là-dessus. Cependant, on pourrait aussi montrer qu'il y a beaucoup d'autres images possibles de la société si on s'intéresse à d'autres clivages. Alors, avant de développer donc, ces quatre représentations, je vais développer la première, celle de la représentation en termes de groupe de revenus. Alors, il faudrait que ça... Voilà. Donc, vous voyez, ce graphique montre typiquement qu'on peut diviser la société en tranches, donc de façon très classique, divisé ici en quintiles. Donc, ce sont des tranches de 20% de la population. Vous avez le quintile numéro 1 qui correspond aux 20% des personnes les moins riches ou les plus pauvres,
si vous, ça dépend par où vous commencez. Le quintile numéro 2, donc c'est les 20% qui sont un peu plus riches, etc., jusqu'au quintile numéro 5 qui correspond au quintile des plus riches. Donc, c'est la consommation annuelle des ménages en 2015, d'après un rapport de la Banque mondiale qui a été publié en 2019 et qui est fondé sur l'enquête consommation des ménages du CAPMAS, le CAPMAS étant l'institution qui produit les statistiques en Égypte, les statistiques officielles. Alors, vous voyez qu'on peut procéder ainsi et puis regarder leur niveau de consommation médian. C'est-à-dire que les chiffres que vous avez dans les colonnes correspondent au niveau médian de la consommation de chaque quintile. Donc, on peut comparer en se demandant s'il y a de gros écarts, calculer des coefficients d'inégalité, etc. Donc ça, c'est une première façon de se représenter la structure sociale. Une approche qui va souvent de pair, c'est de se poser la question de combien, parmi, vous voyez, le quintile numéro 1, combien peuvent être considérés comme étant pauvres, c'est-à-dire pauvres au sens défini par le seuil national de la pauvreté. Le CAPMAS est une institution qui va, avec l'aide de statisticiens, d'économistes, etc., définir pour chaque enquête consommation des ménages, définir un seuil de pauvreté à partir duquel, en dessous duquel, les ménages qui n'atteignent pas ce niveau de consommation, eh bien, sont considérés comme étant pauvres. Alors, c'est une pratique qui est assez intéressante puisque dans beaucoup de pays, on utilise la ligne définie par la Banque mondiale, par exemple, mais il n'y a pas nécessairement toujours un seuil de pauvreté national. Donc là, c'est une caractéristique de la statistique en Égypte. Donc, vous voyez ici, on a l'évolution du taux officiel de pauvreté depuis 1999. Donc, dans la dernière enquête consommation des ménages, on peut constater qu'il y aurait une baisse du taux de pauvreté à 29,7% de la population, alors qu'il était monté en 2017 à 32,5% de la population. Alors, depuis les années 90, il y a une préoccupation vraiment très, très importante pour la mesure de la part des ménages pauvres dans la population. Et c'est souvent au prisme de cette question qu'est représentée la structure sociale égyptienne, comme dans de nombreux pays en développement. Mais cela peut induire en erreur car vous voyez que, d'abord, la manière dont on compte les pauvres est modifiée au fil des ans. Je ne peux pas rentrer ici dans les détails, mais en fait, il y a un mode de calcul du panier de consommation sur lequel se base le seuil de pauvreté qui est modifié au fil des ans. Et donc, on pourrait montrer que le taux de 2019 n'aurait pas baissé si on avait calculé le panier autrement. Autre problème de cette représentation, c'est que les très riches et les très pauvres sont en fait sous-représentés, en particulier parce qu'ils ne répondent pas à cette enquête. Il y a une partie, on va dire, les deux bouts, les deux extrêmes de la société ne sont pas en fait bien représentés par l'enquête. Et enfin, le troisième problème, c'est que cette approche en termes de pauvres versus non pauvres, eh bien, rend invisible d'autres modes de stratification sociale. Qu'est-ce que ça veut dire être non pauvre? Et en particulier, quand il s'agit des personnes qui sont juste au-dessus de ce seuil de pauvreté, sont d'emblée classées, vous voyez, comme non pauvres, alors qu'ils sont aussi très vulnérables. Alors maintenant, j'en viens à la troisième représentation, celle qui est plus associée à une approche subjective de la classification sociale. Comment les individus se perçoivent-ils? Alors, il y a quelque chose de très caractéristique en Égypte, c'est que il y a, si vous d'ailleurs fréquentez des amis égyptiens, des collègues, etc., vous aurez fréquemment des références à la classe moyenne, la tabaqa al-wusta. Donc, il est toujours assez intriguant et surprenant, mais aussi très intéressant de constater que
des personnes dont le revenu mensuel va être, par exemple, de 3 000, 3 500 livres, eh bien, vont se dire de tabaqa al-wusta de la même manière que quelqu'un qui va gagner 15 000 livres ou 20 000 livres, voire même 30 000 livres. Et donc, vous avez cette idée que la classe moyenne, c'est la classe dominante, enfin pas dominante, mais numériquement majoritaire en Égypte. Et en même temps, vous avez ce discours aussi qui est présent depuis quand même, non pas simplement depuis quelques années, mais c'est vraiment un discours qui est prégnant depuis les années 80, en fait, qu'il y aurait une disparition inexorable et graduelle de la classe moyenne. Alors, vous voyez, cette classe moyenne, c'est un horizon, en fait, où se projettent aussi des manières de dire ce que c'est que la dignité, qu'est-ce que c'est qu'une bonne vie, qu'est-ce que c'est qu'une vie digne. Il y a tout un ensemble de critères économiques, culturels, des manières des manières de se loger, de se vêtir, de manger, etc., qui sont associés à cette idée de classe moyenne. Et donc, vous allez avoir donc à la fois les classes populaires et les classes supérieures qui vont avoir tendance à se dire classe moyenne, alors même qu'ils ont des conditions matérielles d'existence qui sont extrêmement différentes. Voilà, et donc, pour terminer sur cette partie des représentations, il y avait ce quatrième item donc, sur les oppositions. Je vais revenir à la slide, voilà. En fait, vous voyez qu'on pourrait développer beaucoup d'autres façons de se représenter la société, la structure sociale égyptienne. On pourrait insister sur les clivages urbain-rural, monde urbain, monde rural, basse et haute Égypte. Et encore, au sein de ces deux grands ensembles que sont la basse et la haute Égypte, il y a énormément de différences entre les régions. On pourrait insister aussi sur une structuration plus fondée sur les catégories socio-professionnelles, sur la question de la migration. Vous savez qu'énormément de foyers égyptiens ont un membre, en particulier donc le père, parti, ou le frère, ou l'oncle, etc., parti en migration dans le Golfe, en Afrique du Sud, en Europe, etc. Et ça, évidemment, ça reclasse aussi la famille dans l'échelle sociale locale, puisque c'est une source à la fois de revenus, mais aussi une source de prestige, de capital symbolique, dirait-on. Vous pouvez aussi vous représenter la société en termes d'accès à l'emploi ou au chômage, en termes de genre, de religion, de politique, etc. Donc, c'est simplement pour montrer que, en fait, la représentation de la structure sociale égyptienne est loin d'être unique et tout dépend de ce qu'on cherche effectivement à montrer. Ceci étant dit, nous allons quand même essayer d'adopter une perspective et de se demander donc comment cette fois-ci au sens de par quel processus socio-historique s'est formée la structure sociale égyptienne, quelles sont les grandes tendances qui permettent de comprendre des clivages socio-économiques majeurs dans la société que nous connaissons aujourd'hui. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce que donc il y a la zen. Ouais. Ok, c'est bon. Alors, voilà. Donc, on va développer trois grandes évolutions. Donc, la question tout d'abord de la réforme et de la contre-réforme agraire, pour parler donc du monde rural. Ensuite, nous parlerons de l'expansion du secteur public et enfin, je parlerai aussi des caractéristiques du capitalisme égyptien. Alors, concernant ce monde rural, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui à la faveur de la guerre en Ukraine, avec, vous savez, cette question des approvisionnements en blé. Donc, comment s'est formé, comment s'est structuré le monde rural égyptien? Alors, il faudrait évidemment en revenir plusieurs siècles en arrière, mais donc j'ai choisi de vous parler des évolutions depuis la seconde moitié du XXe siècle. Alors, 1952, c'est la date
ce qu'on appelle la révolution des officiers libres en Égypte, la prise du pouvoir le renversement de la monarchie, prise du pouvoir ensuite par Nasser en 1954. Pourquoi est-ce que c'est une date pertinente pour appréhender le monde rural? Eh bien, parce que dès que les officiers libres ont pris le pouvoir en 1952, eh bien, une des premières mesures qu'ils ont prises a été de décider d'une réforme agraire. C'est-à-dire que cette mesure visait à détruire le pouvoir des grands propriétaires terriens dont les officiers libres anticipaient et savaient qu'ils allaient essayer d'exercer un contre-pouvoir vis-à-vis d'eux, voire d'empêcher la révolution de s'installer. Donc, il se trouve aussi que parmi les très grands propriétaires avant 1952, il y avait une grande partie qui appartenait à la famille royale elle-même. Il y avait aussi 5% des terres environ, qui étaient aussi des terres de plus de 50 feddan, qui étaient possédées par des compagnies et des propriétaires étrangers. Donc, il y avait vraiment une grande inégalité dans le monde rural. Vous aviez des revenus annuels très, très, très importants pour les grands propriétaires. C'était de l'ordre de 50 000 livres annuels. Alors, aujourd'hui, vous me direz, ça ne représente pas grand-chose, mais à l'époque, la livre était plus élevée. Mais donc, 50 000 livres annuels, alors que les tout petits paysans gagnaient 28 livres annuels. Donc, vous voyez une immense inégalité entre ces différents types de propriétés. Donc, vous voyez sur ce graphique, je vous ai représenté à partir des données d'un livre, le livre de Sa'el Nour, qui a travaillé Al-Ard al-Fallah al-Mustasmir, qui donc a travaillé sur cette question de la transformation de la propriété agricole. Donc, vous voyez qu'en vert, tout en bas, vous avez les terres, la surface de terre possédée par les tout petits propriétaires, ceux qui ont moins de 1 feddan, et qui représentent la majorité des propriétaires, en fait. Ensuite, vous avez ceux qui possèdent entre 1 et 5 feddan en marron. Et en orange, vous avez ceux qui commencent à avoir une propriété de taille moyenne, entre 5 et 50 feddan. Et puis, à partir de 50 feddan, c'est considéré comme étant de très grandes propriétés. Donc, vous voyez en bleu et en vert. Et on voit bien qu'à partir des années 50 et puis ensuite des années 60, puisqu'il y a eu plusieurs moments de la réforme agraire, eh bien, ces grandes propriétés ont commencé à non pas disparaître, mais à se réduire par rapport à ce qu'elles avaient pu être avant la révolution de 1952. Alors, on a beaucoup parlé de cette réforme agraire. Elle avait, comme je viens de le dire, d'abord une visée politique de saper le pouvoir des grands propriétaires terriens, mais cette réforme a aussi eu des effets, bien sûr, sur la réduction de ces inégalités dans les ressources entre petits et grands propriétaires. Attention cependant, parce qu'on estime que la réforme n'a bénéficié en fait qu'à 16% des paysans en termes de redistribution de propriété. Donc, l'un de ces effets importants, c'était par contre de protéger les paysans locataires, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas propriétaires, mais qui louaient les terres. Il faut aussi se rendre compte que bien que dans les années 60, la pauvreté rurale avait baissé. En fait, à partir des années 70, du milieu des années 70, cette pauvreté a commencé à réaugmenter puisque les revenus agricoles ne compensaient pas l'inflation qui décollait à cette période-là. Et ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est la contre-réforme agraire de 1992, et celle-là, on en parle un peu moins. C'est ce qu'on appelle la loi de libéralisation du foncier. Cette loi de 1992 a entraîné un appauvrissement vraiment dramatique de la petite paysannerie, parce que, en particulier, elle a levé cette protection pour les paysans qui louaient les terres, et donc du jour au lendemain, beaucoup de paysans qui louaient depuis des générations, eh bien, ils ont tout simplement perdu leur droit à cette location et donc ils ont perdu leurs terres. Et puis, ça a favorisé aussi par un certain nombre de mécanismes la fragmentation des terrains. Donc, vous voyez comment cette partie en vert, là, vous voyez qu'elle augmente aussi au cours des années 90, 2000, 2010.
Et enfin, vous voyez que les très grandes propriétés, elles n'ont pas disparu, en vert et en bleu. En fait, aujourd'hui, il y a de grandes exploitations qui sont, elles ont changé de main. C'est des grandes exploitations qui sont dites des exploitations d'agrobusiness et qui sont orientées vers l'exportation avec une main-d'œuvre salariée et puis des filières d'agroalimentaire intégrées. Alors, on a donc aujourd'hui une grande masse de petits paysans qui correspondent à plus de 90% des propriétaires terriens, et puis de grande masse aussi de paysans sans terre. Donc, voici pour le monde rural. Alors maintenant, si on quitte l'agriculture, on regarde du côté des villes, de l'activité industrielle et des services, il y a aussi de grandes transformations qui sont à mentionner. Tout d'abord, la période nassérienne, vous le savez, a mis l'accent sur l'industrialisation du pays. On estime avant la Révolution, on a des chiffres pour 1947, eh bien les activités de manufacture, de construction et de production électrique, activités industrielles, elles n'occupaient que 10% de la main-d'œuvre, à peine 10% de la main-d'œuvre totale. Et puis les activités du tertiaire, de services, de commerce, 26%. De plus, dans ces activités tertiaires, en fait, en particulier dans le secteur du commerce international, des banques et des assurances, eh bien, ces activités, elles étaient largement détenues par des entreprises étrangères, en particulier britanniques et françaises. Et là encore, c'est une particularité égyptienne. Quant aux fonctionnaires de ce qui était l'État égyptien à l'époque, eh bien, ils ne représentaient que 33 000 personnes employées de façon permanente en 1925. Et elles étaient, ces personnes, recrutées parmi ce qu'on appelle les Fendiya, donc les nouvelles élites étudiantes éduquées. Alors, il y avait cependant l'émergence d'une bourgeoisie nationale. Attendez, j'essaie de descendre dans mes notes. Il y avait l'émergence d'une bourgeoisie nationale, entrepreneuriale nationale. Vous connaissez peut-être tous la place Talat Harb. Vous connaissez peut-être tous qui est Talat Harb, le fondateur de la Banque Masr, mais qui était aussi une figure très connue de cette nouvelle strate d'entrepreneurs égyptiens. Alors, la révolution de 1952, on a souvent dit que c'était un tournant de ce point de vue sur le secteur privé, mais en fait, elle n'a pas tout de suite, les officiers libres n'ont pas tout de suite été défavorables au secteur privé, ni d'ailleurs aux possessions étrangères. Donc, il y a eu quelques années, en fait, c'est après 1956 et la crise de Suez que tout d'abord, l'expropriation des étrangers va avoir lieu, l'égyptianisation des entreprises va être lancée. Et puis, c'est seulement en 1961 que sera adopté le programme du socialisme arabe. Donc, c'est une période de nationalisation des industries, des banques et des assurances et des activités commerciales qui vont donc passer sous le contrôle de l'État. C'est ainsi que sont créées les fameuses entreprises publiques qui vont embaucher une part croissante de la population active. La direction de ces entreprises est confiée à une nouvelle classe de managers et d'ingénieurs employés par l'État. Alors, dans la littérature en sciences politiques, notamment dans les ouvrages de John Waterbury, vous allez trouver le terme de classe technocrato-bureaucratique. On parle aussi de state bourgeoisie pour parler de ces cadres qui vont prendre la tête des entreprises publiques et qui vont aussi peupler les administrations étatiques qui vont se développer de façon exponentielle à ce moment-là. Donc, les travailleurs du public, donc à la fois les ouvriers des entreprises publiques, mais aussi donc les cadres, évidemment, mais aussi donc les employés des bureaucraties étatiques, vont bénéficier d'une couverture maladie, de la sécurité de l'emploi, de salaires régulièrement augmentés, de pensions de retraite, etc. Avec la politique de libéralisation économique sous le président Anwar Sadat dans les années 70, puis ensuite sous l'ère de Hosni Moubarak à partir de 1980, eh bien, ces entreprises publiques, elles vont tout d'abord être maintenues sous forme de partenariat avec le secteur privé, ce qu'on appelle des joint ventures. Et puis, c'est dans les années 90 et surtout dans les années 2000
que ces entreprises publiques vont être privatisées, vont commencer à être privatisées de façon très importante. Alors, vous voyez ici, je vous ai mis un petit tableau qui sont des chiffres tirés donc de 2 études, Ragasa et Mona Hamesh, mais qui se basent sur le recensement officiel. Donc, on estime qu'en 1976, il y avait 18% de la population active qui travaillait dans les administrations, les bureaucraties, et 9,5% dans les entreprises publiques. Et puis, vous voyez que ça augmente jusque dans les années 80, etc. Et ensuite, on va connaître alors, pas une baisse concernant les administrations, mais une baisse concernant les entreprises publiques qui sont les premières visées par la réduction des employés du public. Aujourd'hui, c'est les administrations où il y a des changements importants. Pourquoi ? Parce que tout au long des années 60 et 80, Nasser et Sadat après lui, et Moubarak aussi, vont mettre quand même beaucoup l'accent sur le développement des infrastructures des services publics et des administrations qui se développent. C'est-à-dire qu'on construit des écoles, des universités qui permettent un accès à l'enseignement massifié, des hôpitaux publics, des unités médicales qui se mettent en place dans le pays. Alors certes, avec de grandes inégalités entre urbain et rural, pour ce qui concerne l'accès à la santé. Et puis, et ça c'est quelque chose qui va être développé en particulier sous Moubarak, c'est l'accès à l'eau courante, à l'électricité. L'Égypte est un pays où c'est l'accès à l'électricité a été très rapidement. Alors pardon, je suis en train de. Voilà, a été vraiment. Tout le monde a été connecté très rapidement. Enfin très rapidement. C'est-à-dire que dans les années 90, il y avait personne quasiment qui n'avait pas d'électricité. Donc, vous voyez que en même temps que vous développez les services publics, l'éducation, la santé, les transports, les logements, les infrastructures, il y a aussi des programmes de logements sociaux qui sont construits pour héberger les ouvriers et les employés, eh bien, vous générez de l'emploi public. C'est-à-dire il faut des travailleurs qui vont venir faire tourner ces services publics. À partir de 1961, l'État avait d'ailleurs lancé un programme de garantie de l'emploi, le programme de garantie de l'emploi, ça s'appelait comme ça, pour les diplômés des universités et des écoles techniques. Il fallait attendre. Alors, au début, vous étiez diplômé, et vous trouviez tout de suite un travail dans l'administration ou dans les entreprises publiques. Et puis, au fur et à mesure, assez rapidement, dès le milieu des années 70, il fallait attendre de plus en plus longtemps pour se voir attribuer une wazifa, ce qu'on appelle en égyptien la wazifa. Et puis, dans les années 90, il fallait même attendre jusqu'à 13 ans pour obtenir un emploi. Alors, aujourd'hui, on considère que ce programme, il est en fait suspendu et puis que d'ailleurs, il y a voilà, maintenant la nomination dans les entreprises, dans les administrations est très très restreinte. Cependant, vous voyez que dans l'imaginaire égyptien, enfin de la société, d'importants segments de la société égyptienne, eh bien, on va trouver que la sécurité offerte par l'emploi public fait que ce secteur reste toujours attractif pour une partie de la population, pour une grande partie de la population. En effet, par contraste, le secteur privé n'offre, lui, en général, aucune forme de protection sociale, ni souvent de contrat de travail en bonne et due forme. Alors, j'en viens à ce fossé du capitalisme égyptien, donc à cette caractéristique du capitalisme égyptien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot « fossé » ? J'emprunte ce terme, en fait, au chercheur Amr Adli de l'Université américaine du Caire. Il a publié un livre l'année dernière qui s'appelle « Cleft Capitalism ». Alors, « Cleft Capitalism », en français, on peut le traduire par « capitalisme fissuré », avec un trou au milieu, si vous voulez. Alors, j'ai préféré ici le rendre par le terme de « fossé ». Alors, qu'est-ce qu'il nous montre, ce chercheur ? Il nous montre que, en fait, il y a un grand fossé entre, d'un côté, les énormes entreprises qui concentrent d'importants capitaux et de l'autre, les toutes petites entreprises avec au milieu un trou béant où les moyennes entreprises se font rares. Et il compare avec d'autres pays pour montrer que c'est une caractéristique du capitalisme égyptien. Il y a à peine 4% des entreprises qui peuvent être considérées comme des petites et moyennes entreprises. Ça, c'est un chiffre de 2006. Et vous comparez ça avec 30%, par exemple, en Malaisie.
les petites entreprises qui composent la grande majorité du tissu entrepreneurial égyptien, des toutes petites entreprises de taille familiale, moins de 5 personnes, souvent informelles ou semi-informelles, eh bien, ne permettent pas de s'intégrer réellement au marché, mais simplement d'assurer une forme de survie économique. Quel est le problème, nous dit le chercheur? Eh bien, c'est l'accès au capital et notamment au prêt bancaire, qui est totalement insuffisant pour une entreprise, pour qu'elle puisse grandir et s'intégrer au marché. Alors, je vois que j'ai commencé déjà à dépasser le temps, donc passons sans plus attendre à notre troisième partie que j'ai intitulée ici « Mobilité ». Donc, les 3 grandes dynamiques historiques que je viens de tracer vraiment au pas de course, ces 3 grandes dynamiques historiques aboutissent aujourd'hui à un panorama, un paysage global où nous avons, alors d'un côté, un monde rural qui est divisé entre l'immense majorité de la petite paysannerie sans terre ou avec très peu de terre et de l'autre côté, les grandes exploitations de l'agrobusiness. Et puis, vous avez donc un monde urbain dans lequel les formes de précarisation augmentent car l'emploi public, qui est donc le seul emploi fournisseur de protection sociale, eh bien, cet emploi public se contracte. Ce secteur privé, pourquoi est-ce qu'il y a des formes de précarisation? C'est aussi parce que, comme je viens de le dire, le secteur privé offre peu de perspectives pour monter son entreprise ou lancer son affaire, comme on dirait en français. En outre, comme nous allons le voir à présent, l'emploi et les salaires dans le secteur privé sont aussi à la baisse. Donc, dans les années les plus récentes, je vais vous le démontrer maintenant. Dans cette dernière partie, on va donc regarder ça, mais on va aussi interroger plus précisément des formes de mobilité sociale ascendante ou descendante. Après tout, on pourrait penser qu'avec la massification d'enseignement, l'accès aux soins, les équipements en infrastructure, routes, électricité, eau, les nouveaux moyens de communication et d'information, on pourrait en effet s'attendre à ce que les jeunes générations puissent avoir plus de chances d'ascension sociale que les générations précédentes. Alors, qu'en est-il? Par quel mouvement, par quelle mobilité est donc traversé l'espace social égyptien? Alors, puisqu'on parle de moyens de communication, je voudrais juste vous montrer ici quelques chiffres qui sont tirés du même rapport de la Banque mondiale de 2019 que celui que je vous ai montré en introduction. C'est le même rapport. Et donc, ces chiffres permettent de relativiser l'image qu'on pourrait avoir de la structure sociale égyptienne si on restait focalisé sur nos propres modes de vie. Alors, je parle en tant que nous, ici, en tant que nous sommes aussi des acteurs sociaux situés dans une position particulière de l'espace social. Et d'ailleurs, on n'a pas forcément tous la même. Donc, vous voyez ici que le quintile, qui est le quintile numéro 5, donc théoriquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus riche. Eh bien, ce quintile numéro 5 montre un phénomène intrigant. Moins d'un tiers des ménages appartenant à ce quintile auraient une voiture, vous voyez, 28,77%, et moins de la moitié auraient un smartphone. Alors, quand on réfléchit comme ça, on se dit, mais qui est donc dans ce quintile numéro 5 pour avoir, pas tous, un smartphone? Qui sont les ménages qui, autrement dit, sont dans ce quintile numéro 5 et qui n'auraient pas de smartphone? En fait, si on réfléchit, ce quintile regroupe des ménages qui consomment en moyenne, si on fait l'équivalence en termes de ce que valait la livre égyptienne en 2015 et de ce qu'elle vaut aujourd'hui, en gros, ce sont des quintiles qui regroupent des ménages qui consomment en moyenne 3400 livres par mois par personne. Donc, vous voyez, la représentation qu'on peut avoir par ce découpage en quintile, elle biaise puisqu'on croit que ce sont les plus riches, alors que si on réfléchit, 3400 livres par personne par mois, ça nous fait relativiser ce terme de riche. Et donc, ça cache aussi d'importantes disparités dans ce quintile et probablement, donc, les ménages les plus riches ne répondent pas à l'enquête. Alors, je viens plus précisément à cette question de la mobilité sociale. Est-ce qu'on a des destinées sociales prévisibles?
Il y a une étude récente qui a été publiée en janvier 2022, une étude d'économie qui s'est intéressée à cette question de la mobilité intergénérationnelle. Donc, autrement dit, que deviennent les enfants des agriculteurs, que deviennent les enfants des ouvriers et que deviennent les enfants des travailleurs non manuels. Alors, vous voyez qu'ici, ils ont regroupé, ils ont simplifié les catégories socioprofessionnelles, ils les ont regroupées en 3 sortes. En anglais, ce qu'on appelle white collar, ce sont les travailleurs non manuels. Mais bon, vous pouvez avoir ici des cadres, des employés, etc. Blue collar, ça va être les travailleurs manuels. Hein. Donc, on y trouvera à la fois des artisans et des ouvriers de l'industrie ou des ouvriers d'atelier. Et puis l'agriculture, donc pour les agriculteurs. Eh bien, vous voyez que ce que nous montrent ces 2 tables, alors table de mobilité ou plutôt de non-mobilité, donc vous en avez une qui parle de l'année 1998 hein, et ensuite en 2018. Donc, ce sont les chiffres assez récents. Qu'est-ce que ça nous dit? Si vous regardez la table de 2018, eh bien 64% des fils d'agriculteurs deviennent des agriculteurs. Il y a un peu plus de mobilité, comme vous pouvez le constater, pour les travailleurs non manuels, hein, 56%, et un peu plus encore pour les travailleurs manuels, 38%. Vous allez me dire, c'est contre-intuitif. C'est quand même un taux de reproduction qui est très fort. Comment est-ce qu'on peut expliquer la baisse des travailleurs manuels? Eh bien, on peut l'expliquer par la mobilité structurelle, c'est-à-dire qu'il y a une faible croissance de l'industrie. Et donc, c'est plutôt cette mobilité structurelle-là ou cette immobilité structurelle-là plutôt que de la fluidité sociale proprement dite. Et là, je vous renvoie à votre cours on reviendra si vous voulez sur cette question si ce n'est pas très clair. Alors, autre indicateur que l'on peut prendre pour essayer de s'interroger sur comment évolue cette structure sociale, eh bien, c'est la question des salaires réels. Donc là encore, je m'appuie sur une étude qui est fondée sur cette grande enquête panélisée très intéressante mise en place par le CAPMAS, avec l'aide d'universitaires. Hein, c'est l'enquête marché du travail, LMPS. Donc, c'est une enquête panélisée, c'est-à-dire qu'on peut suivre un groupe qui évolue, bien sûr, mais on a des trajectoires comme ça suivies sur maintenant 20 ans. Eh bien, qu'est-ce que nous montre cette enquête? Eh bien, on a des salaires réels qui sont en train de baisser. C'est-à-dire que là, vous prenez en 1988 le salaire médian d'un salarié du secteur privé formel, c'est-à-dire un salarié qui travaille dans une entreprise privée et qui a un contrat de travail, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'informalité, il y a quelque chose officiel, etc. Eh bien, il gagnait 2645 livres si on rapporte ça en termes de livres de 2018. En 2012, ce salaire avait augmenté à 2839 et aujourd'hui, il est de 2676. Alors, cette évolution qui est très étonnante, qui est aussi assez inquiétante, se vérifie dans le secteur privé informel aussi. Donc, ils ont réussi à mesurer, avoir des renseignements, des données sur les salaires dans le secteur privé informel. Eh bien, on constate la même petite augmentation en 2012 et la même baisse que pour le secteur privé formel et de la même manière pour le secteur public. On est aujourd'hui à 1946 livres en 2018, alors que c'était à 1986 en 1988. Alors quand on prend en compte d'autres facteurs, le secteur privé, formel, informel ou secteur public, hein, quand on prend en compte d'autres facteurs comme l'endroit où on vit, en ville, à la campagne, le genre, le niveau de diplôme, etc., eh bien, on constate que, quelles que soient ces variations-là, eh bien, on a bien une baisse des salaires réels à l'époque actuelle. Et chose aussi très étonnante, c'est que cela concerne également les diplômés du supérieur. Donc, vous voyez ici sur ce graphisme, en fait, vous avez le taux d'augmentation, ou en l'occurrence ici de baisse des salaires d'une année sur l'autre au cours de la période 2012-2018, hein, c'est en noir. Eh bien, vous voyez que quel que soit le niveau d'éducation
des personnes enquêtées, qui soient diplômés de l'université, qui soient du lycée, etc., jusqu'à même illettrés, eh bien, on a une baisse des salaires constatée entre 1 et 3% selon les différentes catégories, mais tout est à la baisse. Un autre phénomène qui affecte les diplômés du supérieur est que de plus en plus, ils et elles se tournent vers le secteur privé informel, n'espérant pas trouver un emploi stable et protégé, ni dans le public, ni dans le privé. Et enfin, les femmes ont aussi tendance à moins chercher un emploi qu'avant, c'est-à-dire à ne même pas tenter de s'insérer sur le marché du travail. Il y a ici des études ethnographiques, dites ethnographiques, de sociologie, qui vont aussi compléter ce tableau qu'on vient de voir à travers des études d'économie. Et ces études ethnographiques sont très utiles pour comprendre mieux cette situation d'attente qui résulte des maigres possibilités d'intégration sur le marché du travail pour les jeunes générations. En effet, bien que la structure sociale, comme on l'a vu, soit largement immobile, qu'il y a peu de fluidité sociale, comme on l'a dit, eh bien, les jeunes générations sont aussi marquées par des aspirations à une mobilité existentielle. Une mobilité existentielle, c'est-à-dire que les jeunes ne souhaitent pas reproduire une vie, certains jeunes en tout cas, ne souhaitent pas nécessairement reproduire une vie similaire à celle de leurs parents. Ils aspirent à quelque chose de différent, de dynamique, de plus haut, de différent. Et donc, le problème, c'est qu'ils se trouvent coincés entre cette aspiration à une mobilité existentielle et en même temps des opportunités qui ne se présentent pas beaucoup. Donc, beaucoup se trouvent ainsi coincés dans ce que le sociologue Gilbert Hage appelle la stuckedness. Et vous avez ici la définition qu'il en donne. Il y a beaucoup de travaux qui ont travaillé qui proposent des analyses ethnographiques de ce phénomène. Dernier aspect sur lequel je m'attarderai 2 minutes, c'est donc une des caractéristiques des modifications de la structure sociale égyptienne aujourd'hui, c'est l'apparition de ces compounds, de ces gated communities, d'espaces de vie qui sont construits, comme vous le savez, dans la périphérie du Caire, mais aussi de nombreuses autres villes en Égypte. Aujourd'hui, il y a Mansoura et il y a New Mansoura, il y a Damiette et il y a New Damietta, il y a Alamein et New Alamein, etc., etc. Sohag, New Sohag, donc voilà. Et donc, dans ces nouvelles villes, il y a des compounds qui se construisent. Vous avez ici une carte, un croquis qui représente le compound de Rehab. Et comme le montre la géographe Élise Brault, je la cite, ces quartiers résidentiels privés incarnent un mode de fabrication urbaine où les promoteurs privés font et gèrent la ville. Ces quartiers coûtent néanmoins beaucoup à l'État, qui finance des infrastructures au profit d'une minorité d'habitants déjà aisés, et au profit aussi d'un secteur privé qui est à l'origine d'une spirale spéculative. Selon l'ONG Tadamoun, qui travaille donc sur ces questions urbaines, eh bien, les investissements de la nouvelle autorité urbaine, la NUCA, ces investissements destinés aux villes nouvelles dépassent 33 milliards de livres en 2016, ça correspond à peu près à 4 millions d'euros, et donc c'est plus de 5 fois ceux qui étaient consacrés à ce moment-là à la santé. Voilà, alors vous voyez que ce sont des espaces de vie qui sont en fait complets, puisqu'on y trouve de tout, les écoles, écoles internationales pour la plupart, des centres médicaux, des lieux de culte, des zones de bureaux, des marchés, des transports, des restaurants, des centres sportifs, etc. Donc, il est possible de mener sa vie à l'écart, dans un espace de vie homogène, auprès de voisins qui vont avoir la même position sociale, les mêmes capitaux économiques, culturels et sociaux que vous, et donc à l'écart d'autres classes sociales. Alors, pour conclure très brièvement, je voudrais attirer votre attention sur 2 points qui seront peut-être des notes un peu plus positives, ou en tout cas qui sont peut-être des sources d'énergie. Tout d'abord, je voudrais souligner que les moments de contraintes socio-économiques
sont aussi des moments générateurs d'interrogations sociétales sur les modes de vie dominants, sur des normes considérées, sur des normes sociales considérées comme allant de soi, mais qui peuvent être dans ces moments-là remises en question. Ce peut donc être des moments créateurs de nouvelles visions du monde, de nouvelles pratiques, par exemple, de pratiques écologiques, de nouveaux rapports, par exemple, de nouveaux rapports de genre. Donc, tout ça pour dire que l'immobilité sociale, au sens d'absence de fluidité sociale, d'ascension sociale, ne veut pas dire immobilisme. Ensuite, deuxième point, peut-être un peu plus positif ou optimiste, c'est qu'il y a énormément d'études à réaliser pour mieux comprendre la structure sociale égyptienne et ses évolutions, aussi bien passées que présentes et futures. Et c'est donc un immense champ de recherche multidisciplinaire qui s'ouvre à vous, jeunes sociologues, économistes, historiens et politistes en herbe. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette très riche présentation. Alors, sans plus attendre, s'il y a des questions, si certains d'entre vous souhaitent prendre la parole, qu'ils lèvent la main et l'admin vous donnera la parole. Tout d'abord, je voudrais remercier Madame pour ce séminaire très, très intéressant et votre intervention a été très, très claire. Je vous applaudis pour ça. Deuxièmement, en tant qu'Égyptienne, je voudrais vous dire quelque chose. Vous avez parlé tout à l'heure au début de votre séminaire de la classe moyenne et qu'elle est majoritaire en Égypte, Tabaqa al-Wusta, et que même disons les plus pauvres dans cette classe qui ont un salaire qui commence à 3 000 livres se considèrent parmi la classe moyenne plutôt que de la classe pauvre. D'accord? Mais dans la rue, par exemple, ou dans la vie réelle, disons, loin de toutes ces statistiques, disons, nous, les Égyptiens, on considère que la classe moyenne n'existe plus. Elle n'est plus là. Il y a en fait deux classes sociales, hein, ou ce sont les pauvres ou ce sont les riches. Voilà. Et merci pour tout. Mais je vous remercie de votre commentaire, en fait, qui, si vous voulez, qui me permet de repréciser quelque chose, parce que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, alors pour une fois, je dirais pour une fois, parce que, bon, moi, en tant que sociologue, je travaille plutôt de façon qualitative, c'est-à-dire je fais plutôt des enquêtes de type ethnographique, pas trop avec des statistiques, même si en fait, on peut très bien faire les deux de façon très complémentaire. Et bien, pour une fois, il se trouve que les statistiques corroborent exactement, soutiennent exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, ce que je vous ai montré sur l'évolution des salaires réels, ou si on regarde, il y a des nouveaux travaux qui se basent non pas sur les revenus, mais qui se basent sur les patrimoines et qui essaient de mesurer l'inégalité. On a toujours dit que la société égyptienne, d'après les statistiques, avait des coefficients d'inégalité qui étaient relativement faibles par rapport à d'autres pays de la même catégorie. Eh bien, ces études montrent aujourd'hui que non, que ces inégalités ont été sous-estimées et que on a bien, comme vous le décrivez, une sorte de polarisation entre le haut et le bas de l'échelle sociale. Donc, pour une fois, je dirais que ces statistiques, elles viennent bien corroborer ce que vous venez de dire. Alors, ce que je disais et donc, vous avez dit les riches sont majoritaires et les pauvres sont majoritaires. Et là encore, je trouve que l'expression est intéressante puisqu'on pourrait dire que les pauvres sont majoritaires numériquement et les riches sont majoritaires symboliquement, pour toutes les raisons que vous avez mentionnées. Mais alors, ce que je voulais dire au début, c'est que si je vous demandais à vous spontanément, imaginez que nous faisions un entretien et que je vous demande de vous situer dans une classe sociale. Peut-être que spontanément, vous me diriez la classe moyenne. Et ensuite, vous me diriez, mais il n'y a plus de classe moyenne aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est ce paradoxe qu'en fait, qui est très intéressant d'analyser aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, la référence à la classe moyenne, c'est une façon de dire la bonne vie, the good life, la vie à laquelle on aspire et qui permet d'avoir une forme de confort, de sécurité, de dignité, avoir un appartement avec 2 chambres, un salon, avoir une voiture, avoir un travail où on n'est pas
pressurisé, où il y a une forme de sécurité aussi qui se met en place, etc. Vous voyez, toutes ces aspirations à la bonne vie se disaient à travers le fait de dire je suis de la classe moyenne. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le sol tremble sous les pieds de la classe moyenne, ou de ces classes moyennes dans leur pluralité, qui constatent en effet que de plus en plus, eh bien, ils n'arrivent pas à maintenir le niveau de consommation qui était le leur. Ils n'arrivent pas à, par exemple, mettre les enfants dans… Parce que, par exemple, ça va aussi de pair avec une certaine dégradation des services publics, hein, dont je parlais tout à l'heure. Dans les années 80, voire même les années 90, mais en tout cas les années 80, les écoles publiques gouvernementales, ce n'était pas la catastrophe. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui se disent appartenir à la classe moyenne, même si c'est les classes moyennes, cherchent à essayer de mettre leurs enfants dans des écoles privées ou des écoles qui seraient publiques, mais qui seraient particulières. Hein. Donc, vous avez raison de mentionner en fait ce paradoxe d'identification à une classe moyenne qui est en train de disparaître dans la perception subjective que de nombreux Égyptiens et Égyptiennes ont. Merci beaucoup. Je vais donc me donner la priorité. J'aurai 3 questions. Je vais essayer de les faire assez courtes. Vous avez parlé concernant la réforme agraire de 1992, vous avez parlé d'une politique de libéralisation des terres. J'aurais aimé savoir, moi je suppose qu'il y a eu des expropriations et peut-être des réappropriations de terres par la suite. Est-ce que l'État a joué une part dans la réappropriation des terres, c'est-à-dire est-ce qu'il a aussi investi dans l'agrobusiness que vous décriviez tout à l'heure? C'est ma première question. J'aurais une autre question concernant un des tableaux que vous avez montré sur l'immobilité, la forte immobilité sociale de la société égyptienne. Est-ce que pour autant on pourrait dire que le seul moyen d'ascension sociale serait en fait l'armée en Égypte? C'est ma deuxième question. Et pour ma troisième question, je ne retrouve plus. Oui, les récentes négociations de l'Égypte avec le FMI ont notamment posé comme terme la baisse du secteur informel et la réduction du secteur informel dans la société égyptienne. Ma question est, étant donné les tendances que vous avez présentées tout à l'heure, avec le fort taux d'étudiants, notamment de l'enseignement supérieur qui se destinent vers le secteur informel, est-ce que cela vous semble réalisable? Je vous remercie. Merci. Alors, donc, pour vos deux premières questions, on va prendre la première. Donc, 92, alors, si vous voulez, alors, les travaux de référence sur cette question, c'est ceux de Habib Ayeb, de Ray Bush, de Sa'ar Nouch. Et pour tout ce qui va concerner le développement de l'agrobusiness, vous trouverez beaucoup de profit à lire les travaux de Delphine Hacklock. Donc, l'État a bien entendu joué un rôle dans cette libéralisation du foncier, puisque donc déjà la décision a été prise par le ministre de l'époque, etc. Et donc après est-ce que l'État est venu directement exproprier des paysans? Je ne pense pas que ça s'est fait de cette façon-là, mais je ne suis pas spécialiste de cette question. Donc, le phénomène massif, c'est c'est pas l'expropriation, mais c'est le retrait du droit à une location qui appartenait à des familles de paysans qui n'étaient pas titulaires d'un titre de propriété, mais qui, de fait, avaient comme une sorte de droit coutumier sur ces terres-là, puisqu'ils les louaient depuis des générations et des générations. Et donc, ça, alors que vous aviez des contrats de location à vie, les contrats sont devenus des contrats annuels avec une libéralisation du prix des loyers, ce qui fait qu'ils ont explosé les loyers. Et c'est comme ça, en fait, que de nombreux paysans se sont retrouvés sans terre ou bien à devoir cultiver des toutes petites parcelles pour un prix de loyer qui, aujourd'hui, est de 4 000 livres annuels, alors qu'il n'était que de quelques centaines de livres à l'époque.
voire même moins que ça. Donc, vous voyez, c'est surtout une question, c'est surtout la question des paysans sans terre. Sur ce qui s'est passé aussi au même moment, hein, c'était ce gouvernement particulier, le ministre Youssef Ouali, qui a aussi lancé le projet de front pionnier, hein, de bonification des terres désertiques. Et là-dedans, l'État qui... alors, c'est très compliqué hein, la question des droits sur les terres. Quand il s'agit des terres désertiques, il y a l'État, il y a l'armée, il y a aussi les WACF, etc. Donc, on ne peut pas rentrer dans ces détails-là parce qu'il faudrait vraiment préparer quelque chose de précis là-dessus. Mais en tout cas, l'État a lancé tout un tas de programmes de bonification des terres et notamment celui le plus récent, hein, c'est celui 1,5 million de fêtes d'âne qui a été lancé par le président Sisi. Et donc, bien entendu, l'État et l'armée des terres et des exploitations agricoles, l'armée ayant aussi donc des exploitations d'agrobusiness puisque ce sont des filières intégrées complètes. Est-ce que l'armée est la seule façon d'accéder à une forme de mobilité sociale? J'ai l'habitude de m'appuyer sur des études pour pouvoir documenter des affirmations. Là, je n'en connais pas, donc je ne peux pas trop vous répondre là-dessus. Bien entendu, hein, les tables de mobilité sont des tendances. Hein, on peut aussi les lire autrement. On peut aussi considérer que s'il y a 64% des fils d'agriculteurs qui deviennent agriculteurs, ça veut dire qu'il y en a 36% qui deviennent autre chose. Vous voyez, donc c'est pas pour dire qu'il y a un déterminisme total, mais changer de catégorie socio-professionnelle n'est pas non plus d'ailleurs forcément symbole d'une forme d'ascension sociale. Hein. On peut aussi changer de catégorie socio-professionnelle. Par exemple, imaginez un ouvrier d'une entreprise publique dont le fils trouve une activité de petit commerce informel. Est-ce que c'est vraiment une forme d'ascension sociale? C'est pas dit. Donc, il change de catégorie socio-professionnelle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une amélioration de ses conditions de vie? Pas nécessairement, puisqu'il n'y aura pas à la clé tout ce package de protection sociale qui était associé au statut d'emploi public. Donc aujourd'hui, le SMI, effectivement, alors bon, c'est pas nouveau, hein, l'idée que c'est d'ailleurs une des grandes préoccupations des institutions financières internationales que d'institutionnaliser l'économie, hein, comme on dit, c'est-à-dire de réduire le secteur informel afin, parce qu'il y a toute une théorie qu'on appelle le néo-institutionnalisme qui considère que c'est justement le manque de règles, d'institutions formalisées qui encadrent l'économie qui serait une des causes principales du manque, de l'absence de croissance et de développement. Alors donc, c'est des théories qui existent depuis longtemps. Aujourd'hui, le FMI remet ça dans... donc, en fait, ça correspond aussi à une des cibles énoncées par le gouvernement depuis quelques années, qui est effectivement d'apporter un soutien aux petites et moyennes entreprises, hein, aux PME, ou SMEs, comme on dit en anglais. Ça vient à la suite de quoi? Ça vient à la suite de 5 ans de programmes conjoints entre la Banque mondiale et le FMI pour la modernisation du secteur bancaire. Et je ne sais pas si vous êtes en Égypte depuis longtemps, mais on a vu depuis quelques années le développement quand même de beaucoup de branches de banques il n'y en avait pas autant auparavant. Enfin, moi, je viens en Égypte depuis 15 ans. C'est quand même quelque chose de remarquable dans le paysage urbain que de voir toutes ces banques qui se développent. Et ça fait partie d'un des freins au développement des PME qui est ce peu d'accès aux banques. Donc, d'abord parce qu'il n'y avait pas assez de branches locales et aussi parce qu'il y a un manque de confiance des banques vis-à-vis de ces petites entreprises. Ça, la question de la construction de la confiance du secteur bancaire vis-à-vis des petits entrepreneurs, c'est quelque chose qui ne sera pas facile à réformer. Pourquoi? Alors, d'après l'étude que je citais tout à l'heure, c'est parce que le premier client des banques, depuis les années 50, c'est l'État.
Et l'État, c'est un emprunteur auquel on fait confiance. Et donc, il y a une aversion au risque de la part du secteur bancaire égyptien qui est très élevée. Et c'est une raison pour laquelle prêter aux petits entrepreneurs, ça leur fait peur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir probablement réformer. Comment le FMI compte s'y prendre, je ne sais pas, on découvrira ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bonsoir Marie, merci pour votre conférence. C'est un plaisir de vous revoir. Oui, Donc, bonsoir. moi, en fait, j'aimerais poser deux questions par rapport à deux éléments, deux facteurs de l'économie. Par exemple, la dette publique et aussi le chômage. Donc, on entend beaucoup parler actuellement de l'expansion, de l'amélioration de l'économie, mais on entend très, très peu parler de ces deux facteurs, du chômage et aussi de la dette, parce que actuellement, il y a tellement de projets en Égypte, donc à travers le gouvernement, notre président, et aussi donc la nouvelle capitale. Donc, il y a beaucoup d'endettement aussi en ce moment, en devise aussi, et nous savons qu'il y a vraiment un problème au niveau aussi de l'approvisionnement au niveau des devises, du dollar, tout ça aussi. Donc, je voudrais savoir si vous avez peut-être quelque chose à nous apporter à travers ces deux éléments. Merci. Merci. Alors bon, encore une fois, je ne suis pas forcément spécialiste de ces questions qui sont d'ailleurs qui relèvent plus du domaine des économistes. Donc, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. Je ne sais pas s'il y a des économistes dans la salle, mais voilà. Alors, donc, concernant le chômage, donc là, ça me permet d'ailleurs de préciser que les papiers que j'ai mis dans la bibliographie et que j'ai cités sont des working papers qui se trouvent de façon exhaustive sur le site de l'ERF, le Economic Research Forum. Donc, je vous invite à les consulter. C'est vraiment un travail extraordinaire qu'accomplissent les économistes de l'ERF. Et donc, dans un certain nombre d'études publiées par l'IRF, vous avez quelque chose le chômage revient souvent. Et ce qui est intéressant, c'est que le taux de chômage, il est alors, c'est pas qu'il est sous-estimé, mais il ne traduit pas ce qui se passe dans le marché de l'emploi et le marché du travail. Parce que, par exemple, je mentionnais tout à l'heure que on a constaté, c'est en particulier Mona Ramosh, que vous connaissez probablement, économiste Mona Ramosh, qui a montré comment il y a une non-entrée nouvelle des femmes qui sortent juste de leur diplôme et qui ne cherchent pas de travail. Donc, elles n'entrent pas sur le marché du travail. Ce qui fait qu'elles ne sont pas représentées dans le chiffre du chômage. Elles ne sont pas comptabilisées dans la population active. Et ça, c'est un phénomène qui est en train de prendre une importance assez inquiétante, d'ailleurs. Et donc, du coup, vous voyez, le chiffre du chômage en tant que tel ne va pas dire ça. Il ne va pas non plus dire la question du sous-emploi, c'est-à-dire le fait que, notamment dans le secteur informel, alors bon, j'hésite toujours à utiliser ce terme-là parce qu'en vérité, il ne faut pas avoir la division entre formel et informel de façon si nette. Il y a des entreprises qui sont semi-formelles, c'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple une épicerie qui est enregistrée, qui a sa licence d'épicerie bien sûr, et qui a des formes d'emploi familial qui ne sont pas formalisées. Il n'y a pas de contrat de travail, etc. Donc, la personne qui travaille dans l'épicerie de son père, par exemple, bon, il est diplômé, par exemple, de la faculté d'ingénierie. D'accord ? Il attend que, par miracle, arrive une proposition de wazifa d'emploi dans le secteur public. Ça ne vient pas. Il travaille pourtant, mais il ne va pas être enregistré nécessairement comme travailleur de ce secteur d'activité-là. Et il n'est pas non plus comptabilisé comme chômeur, mais il va faire quelques heures à droite à gauche. Donc, il ne se dégage pas non plus un revenu pour lui-même. Ça fait partie de l'économie familiale. Donc, vous voyez, en fait, le chiffre du chômage reste, vous voyez, assez difficile à analyser. Concernant la dette, alors la dette, dans les discours publics du gouvernement,
il y a une simplification qui est faite, à visée pédagogique, pour expliquer un certain nombre de mesures d'austérité qui sont prises. Donc, on présente souvent la dette comme étant due à trois postes, trois choses principales. D'abord, la masse salariale des fonctionnaires, qu'il s'agirait donc de réduire. Les subventions à l'énergie, au pain et aux produits subventionnés, enfin les produits alimentaires de base. Et puis, rembourser l'emprunt. Et en fait, quand on dit rembourser l'emprunt, c'est à la fois rembourser la somme qu'on a empruntée au départ, mais c'est surtout rembourser les intérêts qui sont liés à cette somme qu'on nous a prêtée au départ, c'est-à-dire le profit des actionnaires, enfin des créanciers plutôt. Et ça, c'est ce qui correspond à la plus grande partie de ce qui est dépensé. Donc, voilà. Donc, la dette, je vous renvoie aux travaux, par exemple, de Salma Hassain, qui a beaucoup travaillé sur la question de la structure de la dette publique en Égypte. Merci. Alors, on a un petit message de notre collègue Christopher de la salle. Alors, ce n'est pas une question, mais visiblement, il est économiste, qui souligne que comme le secteur informel est très développé, ça sous-estime de facto la valeur de la production active, de la population active, et donc le taux de chômage qui est le rapport du nombre officiel de chômeurs à cette population active. Voilà, une petite contribution de notre collègue Christopher. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et donc, je voudrais juste vous poser comme question, pour rebondir sur le chômage ou sur... on parle dans la société française énormément d'individualisme qui gomme justement, qui pourrait éventuellement gommer cette notion de classe sociale. On a également une exclusion sociale, marginalisation de certains individus, notamment écartés du marché du travail. Est-ce qu'on observe, d'après vous, ces mêmes caractéristiques dans la société égyptienne ? Alors, merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est une question qu'on se pose beaucoup avec les collègues. Est-ce que ça sert à quelque chose qu'on mobilise ce concept de classe sociale aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, etc. Alors, vous avez des phénomènes qui sont des phénomènes globaux, qu'on va trouver un peu partout, qui sont dus à la forme néolibérale du capitalisme mondial aujourd'hui, qui est cette fragmentation de la classe ouvrière. Donc, tout à l'heure, je disais que les entreprises publiques avaient cessé d'embaucher qu'il y a une réduction des effectifs des entreprises publiques depuis les années 2000, 90-2000. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des travailleurs, parce qu'il y a évidemment des départs à la retraite, etc. Et il faut bien que ces entreprises textiles, d'aciérie, etc., continuent de tourner. Donc, ils embauchent les travailleurs de façon temporaire, voire journalière, dans les entreprises publiques. Donc, on connaît bien ce processus en France, et on pourrait, et d'ailleurs, il y a des thèses qui ont été écrites sur cette question-là, de comment ça va fragmenter les solidarités ouvrières, les formes d'identification à un groupe, puisque vous n'avez pas de stabilisation des relations de travail, des relations aussi quotidiennes, d'entretien de sociabilité, etc. Donc, cette identification à la classe ouvrière qui est mise en péril par cette fragmentation des statuts, des modes de rémunération, des montants, etc. Pour autant, est-ce qu'on peut ici parler d'individualisme? Donc, il y a une très, très importante structure sociale que je n'ai pas mentionnée. Je n'ai même pas vraiment dit le mot pendant tout l'exposé, parce que je pense que ça mériterait en soi un exposé à part entière, qui est la question de la famille. Et la famille, c'est aussi une structure socio-économique fondamentale.
Alors, j'ai hésité, je m'étais dit peut-être je vais commencer organiser ma démonstration, mon exposé à travers la question de la famille comme structure vraiment fondamentale de la société égyptienne. Vous voyez, pas d'un point de vue culturaliste, pas d'un point de vue de dire c'est très important pour les Égyptiens, les valeurs de la famille, etc. Non, mais vraiment, on peut aussi attraper la famille comme étant une structure de protection sociale, comme étant la première forme de protection sociale dont bénéficient et que produisent les citoyens et citoyennes eux-mêmes. Donc, je pense que ça, c'est une différence majeure, par exemple, avec l'espace social français. La famille est importante en France aussi, mais certainement moins en termes de protection sociale, puisque jusqu'à présent, nous avons la chance d'avoir quand même quelques formes de protection sociale publique dispensée par l'État. Ok, parfait, je vous remercie. Et pourquoi les femmes, certaines femmes renoncent au marché de l'emploi? Parce que c'est dû à ces caractéristiques du secteur privé qui propose des salaires bas, des formes de contrats de travail qui ne sont pas du tout qui ne donnent pas de protection et ni de stabilité. Vous savez, une des pratiques très courantes dans le secteur privé, c'est que le jour où vous signez votre contrat de travail, on vous fait signer en même temps la lettre de démission. Comme ça, dès qu'il y a besoin, on vous vire du jour. Pardon, cette vidéo va être diffusée sur les réseaux sociaux. On vous licencie du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas des contrats qui offrent une forme de stabilité ni de protection, ni qui est très rémunératrice, ce qui fait que, et surtout aussi, les entreprises privées ne mettent pas en place des transports pour les employés. Donc, il y a toute une partie du salaire qui va passer, et en particulier pour les femmes dont le salaire est plus faible que pour les hommes, qui va passer dans le paiement, dans les frais de transport quotidien pour aller sur le lieu de travail. Tout ça pour se retrouver probablement au bout de quelques temps licencié ou sans arrêt dans un tracas de se demander si on ne va pas l'être. Des formes aussi de sanctions importantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de permissivité sur le fait que vous soyez absente une journée ou deux. Par exemple, si vous avez un enfant malade, on ne vous permettra pas de ne pas venir ou de vous excuser. Ce sera le licenciement à la clé. Pour quand même un grand nombre de travailleurs du privé, ça se passe comme ça. Et puis des horaires qui ne vont pas être aménagés pour permettre aux femmes de récupérer leurs enfants après l'école ou la garderie. Donc, ces ménages qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer quelqu'un pour garder les enfants. Alors, la famille est là quand elle peut, mais il y a aussi des personnes âgées qui sont assez rapidement dans des conditions de santé qui ne permettent pas de s'occuper des enfants, surtout s'il y en a plusieurs. Et donc, voilà, donc pour toutes ces raisons-là, il y a un certain nombre de femmes, y compris diplômées de l'université, qui vont simplement ne pas rechercher du travail dans le secteur privé. Et c'est quand même, je pense qu'une des raisons, c'est cette dégradation du salaire, en fait, qui n'est pas une incitation suffisante pour se dire quand même ça vaut la peine. Est-ce que vous ne pensez pas que l'évolution de l'éducation dans la société égyptienne va forcément créer une confrontation de générations, notamment avec la femme qui va finir par s'émanciper et du coup forcer l'arrivée d'un nouveau modèle de société? Laquelle de femmes? Les femmes en général. Moi, je pense qu'il y a déjà des formes d'émancipation féminine importantes qui prennent des formes différentes et qui se situent à différents points de l'espace social. Donc d'abord, il y a de façon très visible quand même l'essor des mouvements féministes depuis la Révolution de 2011.
Les collègues qui travaillent plus directement sur la question de la révolution ils montrent bien ça, hein, que si, donc là, par exemple, je pense à Youssef Echazli, qui montre bien que s'il y a parmi les choses qui restent de la révolution, c'est bien ce legs féministe, en fait. Donc, ça travaille. Et puis en fait, comment dire, quand vous travaillez par des enquêtes de terrain auprès des familles, etc., je pense que, bien entendu, il y a la structuration patriarcale de la société est présente, mais comme avec toute norme, il y a du jeu autour. Voilà, le dire de cette façon. Il faut savoir peut-être le déceler, l'entendre, le regarder. Mais voilà, c'est pas quelque chose c'est pas une domination masculine sans aucune forme de résistance. Donc voilà, ça se manifeste différemment selon les classes sociales d'ailleurs, mais en l'occurrence, je pense que les femmes travaillent autour de ces normes-là. Voilà. Je vous remercie. Merci bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va probablement clôturer le webinaire. Avec tout ce que vous venez de dire, je vais très logiquement laisser les femmes à l'honneur et donner la parole à Rachel, qui va peut-être faire la conclusion. Et je vous remercie en tout cas de ma part et de la part de tous les gens pour ces échanges, pour la qualité de votre présentation et le temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. C'est vraiment intéressant. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations que vous nous donnez, qui nous permettent aussi de transmettre à nos élèves, de pouvoir ajuster aussi notre discours et d'avoir un regard plus juste sur la société égyptienne et pouvoir transmettre plus facilement nos notions, les notions franco-françaises, en comprenant la société égyptienne. Donc, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Je vous en prie. Pardon, je ne vais pas vous interrompre. Non, je voulais dire que vous êtes vraiment bienvenue aussi à assister aux conférences qu'on fait au CEDEJ, alors que ce soit en présentiel ou en ligne. Je ne sais pas si vous recevez la newsletter, mais par exemple, mercredi, on va recevoir les auteurs d'un livre qui porte sur la politique monétaire. Alors, ça paraît aride comme ça. C'est un livre qui s'appelle « Où en est le projet de Talat Harb ?» dont je parlais tout à l'heure. Mais en fait, la question de la valeur de la livre, justement, c'est le flottement de la livre, sa valeur par rapport au dollar, comment toutes les politiques qui sont orientées vers le fait de devoir accumuler des devises étrangères, etc. Vous voyez, en fait, ça révèle beaucoup de choses. C'est des mécanismes techniques, mais qui, en fait, sont vraiment structurants aussi dans l'économie et la vie quotidienne, finalement, parce que ça a un impact direct sur les prix. Donc, je vous invite à vous connecter si vous le souhaitez. Il y a une traduction en français qui sera disponible sur Zoom. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et en tout cas, nous sommes très contents au CEDEJ aussi de pouvoir collaborer peut-être de façon plus régulière. Je sais que ma collègue Marine Poirier avait été invitée aussi par le lycée. C'était peut-être pas dans le cadre de Sciences Po lycée, mais en tout cas, voilà, on est aussi ravis de collaborer avec vous. Merci beaucoup pour votre temps, la qualité de votre présentation et votre flexibilité quant à l'organisation de cet événement également. Je ne dirai rien parce que c'est vous aussi qui avez accepté mes changements. C'est arrivé, j'en suis ravie. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir à tous.